ton introduction, que la première fois que j'ai vu un ministre, je pense que j'avais 40 ans. Et donc, en fait, vous pouvez très bien vivre assez longtemps sans voir de ministre. Enfin, il n'y a pas de drame là, quoi. Je veux dire, voilà, Alors, ouais. pour Par faire contre, il faut voir les hauts commissaires. Ça, c'est très important. pour faire le point avec Étienne Klein ce matin et la physique quantique, on va voir si vous avez suivi. Philippe vient nous expliquer que la première fois qu'il a vu un ministre, il avait 40 ans, mais il est devenu ministre à 38 ans. Je vais faire le tour de table et puis ensuite on va faire venir de lauréats. Virginie Laval est présidente de l'université de Poitiers et s'occupe de tout ce qui est formation et vie étudiante pour France Université qui réunit toutes les universités françaises. Donc elle aussi, pour vous, elle est assez importante. Delphine Manceau est directrice d'une école partenaire, comme l'université de Poitiers, partenaire de l'Institut de l'engagement, qui s'appelle Neoma Business School, qui admet des lauréats. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous iront à Neoma Business School, soit à Rouen, soit à Reims. Et elle est aussi la présidente de l'association de l'ensemble des grandes écoles de France. Pierre-Paul Zaliot est la vraie puissance invitante, puisqu'on est chez lui ici. C'est le président du campus Condorcet, après avoir fait beaucoup de choses, et d'avoir dirigé notamment l'école normale supérieure de Saclay. Mais avant de leur donner la parole, je vais faire deux choses. Un, refaire, et j'espère que ça marchera aussi bien qu'hier, les lauréats qui n'ont pas de parents diplômés de l'enseignement supérieur. Est-ce que vous pouvez lever le doigt? Alors, dans ceux qui lèvent pas le doigt, il y en a qui ne sont pas lauréats. Donc, hier, il n'y avait que des lauréats, c'était encore plus impressionnant. Mais globalement, quand on fait le retour sur 7000, il y en a 1 sur 2 qui n'étaient pas diplômés de l'enseignement supérieur, qui n'avaient pas de parents diplômés de l'enseignement supérieur. Et on a vu ce matin dans le bilan qu'on a fait de rétrospectif qu'effectivement, on arrivait, je parle sous le contrôle d'Oriane, à ce que 87% d'entre eux deviennent diplômés de l'enseignement supérieur, ce qui n'est pas exactement la proportion, et c'est une manière d'introduire les choses. Avant de passer à la table ronde, on va demander à Walid puis Christiane de venir 3 minutes nous raconter qui ils sont. Alors je vois Walid et Christiane. Ah, Christiane, t'es là, pardon. Ouais. Bah, venez tous les deux, absolument. Vous pouvez prendre le pupitre. Et je crois que c'est d'abord Walid, puis Christiane, parce que Christiane a demandé cela. Pardon, parce que j'ai décidé cela. Normalement, c'est honneur aux dames, mais bon, moi, ça ne me dérange pas. Merci beaucoup pour l'introduction. Proche du micro. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Bon, parfait. Moi, je suis très content d'être ici. Donc, moi, je m'appelle Walid Messoussa. Je travaille en finance dans une société qui s'appelle Colam Entreprendre. Et Colam Entreprendre, c'est l'actionnaire d'un groupe que certains d'entre vous connaissent et d'autres sûrement pas, qui s'appelle Sonepar. Et donc Sonepar, c'est le leader mondial de la distribution de matériel électrique. Et donc l'idée, c'est que je vous parle un peu de mon parcours. Et si on remonte un peu en arrière, 27 ans exactement en arrière, donc moi ça a commencé à Cournon d'Auvergne, donc c'est une petite ville à côté de Clermont-Ferrand. Donc j'ai fait toutes mes classes moi à Clermont, toute ma scolarité jusqu'à obtenir en 2019 une licence éco-gestion. La même année, j'ai voulu m'engager, donc j'ai voulu faire un service civique dans une structure associative de ma ville, dans le milieu du sport. Et toujours cette même année, c'est une belle année, l'année 2019, un collègue, un ami à moi, un très bon ami à moi, m'a parlé de l'Institut. Et en fait, il m'a parlé d'une structure qui permettait de valoriser les parcours un peu atypiques, de valoriser les compétences, les valeurs. Et ça m'a parlé. Ça fait cliché de dire ça, mais c'est vrai, ça m'a parlé, ça a résonné. Ça a résonné dans le sens où en fait moi je savais ce que je voulais faire depuis petit. Je savais que je voulais travailler en finance pour différentes raisons. La première peut-être c'est parce que j'avais un grand frère de 2 ans mon aîné qui était la seule personne de mon entourage proche à avoir fait des études supérieures, et donc lui m'avait donné en fait envie de faire des études supérieures pour pouvoir atteindre mon objectif. La deuxième raison qui est là un peu plus naïve, c'est que j'aimais beaucoup les États-Unis à cette époque-là.
Et c'était une des raisons qui me permettait aussi d'aller vivre aux États-Unis. Voilà, je voyais les grands buildings, je voulais travailler moi dans les grands buildings à Manhattan, etc. J'aime toujours beaucoup la finance, mais un peu moins d'amour pour les États-Unis, ça c'est un autre sujet. Et donc en gros, je savais moi ce que je voulais faire, mais j'avais un sujet, en fait, j'avais un problème, c'est que j'avais du mal en fait à déterminer le chemin pour y arriver, parce que y avait un constat qui était simple, hein, je manquais de réseau, je manquais de code, j'avais pas forcément les codes, une capacité de projection et un manque de confiance en moi. Et je pense que tout ça, c'est dû notamment au fait que je venais d'une petite ville, paumé en Auvergne profonde. J'avais pas de personnes qui travaillaient dans le milieu que moi j'avais envie d'intégrer, et j'avais pas forcément de modèle. Et donc c'est à ce moment-là que mon histoire avec l'Institut commence. Et en fait, l'Institut, j'ai intégré l'Institut en 2020, promotion printemps 2020, Covid. C'était très bien. Et moi, j'avais candidaté à l'Institut avec un projet, une idée claire. Je voulais intégrer une école de commerce, comme je pense beaucoup d'entre vous ici. Mais l'Institut ne m'a pas permis d'intégrer une école de commerce. Mais elle m'a donné quelque chose de beaucoup mieux que ça. Elle m'a donné la capacité de faire les bons choix et au bon moment. En fait, elle m'a permis de développer ma capacité de réflexion. Et en fait, l'idée, c'est que grâce à l'accompagnement et grâce au cadre, en fait, j'ai pu me dire qu'à ce moment-là, ce qu'il fallait que je fasse, en fait, c'est que je continue à Clermont, que j'obtienne mon master. Et c'était le chemin le plus pertinent et le plus cohérent avec ce que j'avais à faire, ce que je voulais faire et ce que j'avais envie de faire en tant comme métier. Et donc voilà, moi je suis un peu différent de certains lauréats que vous avez peut-être déjà rencontrés, parce que souvent, avant de devenir lauréat, on pense que voilà, il y a un seul chemin pour arriver à réussir ou à avoir son objectif. Mais en fait, moi ce qui me manquait, je pense, c'était les bons conseils. Et en fait, grâce à ça, donc grâce à l'Institut, en fait, j'ai réussi à voir qu'il y avait un chemin plus juste et plus efficace. Et en plus de ça, donc l'Institut m'a pas donné une école de commerce, m'a permis d'avoir une meilleure réflexion, mais elle m'a permis aussi donc de me constituer un réseau, et elle m'a mis en relation avec un de ses partenaires qui s'appelle TQA Capital. Et donc j'ai pu, grâce à l'Institut, intégrer le process de recrutement pour obtenir un stage, chose que j'ai obtenue grâce à l'Institut un peu, mais beaucoup grâce à mon travail. C'est très important. Merci beaucoup. Et non, c'était un point sur lequel je voulais revenir, parce qu'en m'écoutant, on peut se dire que en fait, quand on a un objectif, il suffit juste d'avoir un objectif, de rentrer à l'Institut, et puis après, derrière, on a ce qu'on veut. Mais c'est un peu plus nuancé, c'est un peu plus différent. L'Institut, en fait, nous donne les moyens, les leviers, et puis après, c'est à nous de les concrétiser pour réussir à atteindre nos objectifs. Donc voilà, pour finir, moi j'ai eu, donc je vous ai dit tout à l'heure, je suis promotion Covid, mais j'ai eu la chance de rencontrer vraiment beaucoup de lauréats, et j'ai vu des personnes engagées, des personnes brillantes, vraiment des gens brillants, et sans ce dispositif, je pense que les barrières que ces gens avaient, ça ne leur aurait pas permis d'atteindre leur objectif. Donc voilà, je prêche pour ma paroisse, mais l'Institut, c'est vraiment très très important. Et peut-être le mot de la fin, et là je m'adresse surtout aux lauréats, n'hésitez pas à rendre l'appareil quand vous en aurez la possibilité. C'est très important. Merci beaucoup. Merci Walid, et quand il donne ce conseil, il l'a fait lui-même. Christiane. Bonjour à tous, je suis désolée si je dis n'importe quoi, je sors de 5 heures d'épreuve, j'ai le cerveau complètement fatigué, mais pour revenir un peu moi sur mon parcours et sur ma rencontre avec l'Institut, je vais partir un peu d'où je viens et dans quel environnement social et familial j'ai grandi. Donc moi j'arrive du Bénin à l'âge de 5 ans en France, avec tout ce qu'implique un parcours migratoire en termes d'insertion, de difficultés. C'est des choses que moi j'ai pu vivre avec ma mère notamment, ma mère qui est agent d'entretien. Et le plus grand fait marquant socialement moi de mon parcours, ça a été de vivre pendant 7 ans, je crois, de ma vie
dans un logement complètement insalubre, dans une cave pendant 7 ans, et moi je faisais mes devoirs au milieu des rats. En première, au lycée, j'entends parler de Sciences Po, je regarde un peu le prix d'une prépa, j'ai dit hop, là, on ne va pas y aller parce qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les ressources matérielles et ce n'est pas un investissement qu'on peut se permettre. Je continue mon petit bout de chemin depuis mon lycée classé en réseau d'éducation prioritaire à Goussainville dans le 95. Je fais cette petite route-là. En terminale, je rêve d'une double licence à la Sorbonne, mais je me dis, ma belle, reviens à la réalité. Ces choses-là, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Il a fallu des rencontres avec des associations pour lever ce premier frein-là. Je fais alors une double licence de sciences politiques et d'histoire à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et en parallèle de ma licence, je poursuis un engagement associatif très fort au sein d'une association qui s'appelle Cité des Chances, que je préside aujourd'hui et qui vise à porter un message de légitimité et de capacité auprès des jeunes, notamment issus des quartiers populaires. Dans le cadre de cet engagement-là, je rencontre l'Institut, on me parle de l'Institut pendant ma L3, pendant l'angoisse des masters que certains vont traverser. Je vous souhaite d'avance bon courage et entourez-vous pour cette période-là. Je rencontre l'Institut et donc moi j'ai eu l'opportunité d'être lauréate de l'Institut en 2021, je crois, automne 2021. J'ai eu l'accompagnement de Anaïs, je ne sais pas si elle est là ou quoi que ce soit, mais que je remercie énormément, qui m'a accompagnée dans mes projets de candidature, qui m'a permis aussi de vivre cette période plus sereinement, parce que voilà, quand on vient de cet environnement social, la sélection en master, c'est pas juste trouver un master, mais il y a tout un poids qui est très fort à ce moment-là. Donc elle m'a permis d'y voir plus clair, elle m'a aidée dans mes candidatures, et moi, Sciences Po était dans le coin de ma tête. Donc, j'ai été accompagnée par l'Institut pour préparer ma candidature à Sciences Po Paris. Ça s'est traduit comment concrètement? Par le fait de pouvoir discuter avec des anciens lauréats qui ont intégré l'école, par le fait d'avoir un soutien très fort, notamment au moment de la préparation de l'oral, parce que franchement, je ne me voyais pas arriver devant un jury de Sciences Po Paris pour rentrer dans un master de politique publique, etc. Donc, j'ai bénéficié de cet accompagnement-là. J'ai intégré Sciences Po Paris en juin 2022. J'ai été diplômée l'année dernière et aujourd'hui, je suis en classe préparatoire talent pour passer les concours de la haute fonction publique. Et ça, c'est parce que... Merci beaucoup, mais franchement, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est pas tant mon mérite à moi, personnel, etc. Mais en fait, moi, j'ai réussi à avoir ce parcours-là parce que j'ai bénéficié littéralement de tous les enveloppements possibles qu'il pouvait y avoir. Quand le pilier institutionnel flanchait, il y avait l'associatif qui prenait le relais. Donc derrière ce parcours-là, il y a vraiment tout un enveloppement qui m'a permis d'arriver à ça. Et comme le disait Walid à juste titre tout à l'heure, vous allez bénéficier de tout ça. On espère que ça permettra de vous emmener là où vous voulez être, mais surtout, il faut vous aussi penser à continuer cet engagement de n'importe quelle manière que ce soit, que vous soyez dans l'administration, que vous soyez en entreprise, que vous soyez dans une association, peu importe où vous êtes. On a besoin de tout le monde pour réparer ce que les conditions de vie abîment. Merci beaucoup. Bravo. On a l'habitude de dire que ceux qui parlent le mieux de l'Institut, c'est les lauréats, et on en a eu la double preuve éclatante. Merci Walid, merci Christiane, merci beaucoup. On va commencer la table ronde et puis interagir avec vous, mais d'abord faire un tour de table qui va commencer par Pierre-Paul Zaliot, qui va prendre sa qualité de sociologue pour un peu camper les enjeux. Alors, les enjeux, lesquels? On va dire c'est les enjeux de l'égalité des chances, puisque je crois que c'est ça dont on va discuter ensemble. Peut-être tout simplement pour rappeler, mais c'est une chose qu'on a de moins en moins à l'esprit, c'est que notre pays, depuis l'après-guerre, depuis les années 50, a connu une transformation extrêmement profonde de sa structure professionnelle, de son rapport entre le rural et l'urbain. Et il s'est passé, entre les années 50 et les années 80, quelque chose qui s'appelle statistiquement, pour les sociologues, un intense mouvement de mobilité sociale qui a donné évidemment des chances considérables
à des personnes issues de classes populaires ou de métiers qui n'avaient pas accès à l'enseignement supérieur, notamment le monde agricole qui s'est profondément transformé et qui s'est réduit, également du monde ouvrier. Et il y a eu cette transformation, elle s'est traduite par de la mobilité sociale et l'accès à des positions, des emplois tertiaires. Et évidemment, les politiques de formation, les politiques éducatives, ont profondément accompagné ces évolutions. Quand même, pour vous donner un ordre de grandeur, dans les années 60, il y a moins de 50% d'une classe d'âge qui va au-delà du certificat d'études, c'est-à-dire de l'enseignement primaire. Aujourd'hui, mais Monsieur le ministre le confirmera, il y a 3 millions à peu près d'étudiants. Ça représente évidemment une part très significativement plus élevée que dans une classe d'âge. Et je pose déjà des éléments du paysage pour rappeler qu'au moment où tout ceci s'est fait, il y a eu un gouvernement, alors à l'époque c'était le général de Gaulle, qui s'est dit il faut qu'on ait un système universitaire, un système d'école, un système de formation qui donne à la France les qualifications dont elle a besoin, qui lui assure les conditions de la croissance. C'est à ce moment-là qu'on a créé les IUT, c'est à ce moment-là qu'on a créé les INSA, c'est à ce moment-là qu'on a créé un certain nombre d'écoles, les ENSI qui sont devenues les Polytech. Et on a donc imaginé des types de formations, j'y reviendrai parce que je pense que c'est extrêmement important dans ce débat, on a imaginé des types de formations qui ne seraient pas exclusivement les formations universitaires au sens classique et les formations facultaires. Alors, ceci n'a pas donné un paysage contemporain aujourd'hui qui est si réjouissant, même s'il y a des tas de raisons de s'en réjouir. Pourquoi ? D'abord parce que cette transformation s'est arrêtée, cette transformation structurelle, par une transformation du système socio-économique. Deuxièmement, parce que les régimes de formation avec la massification universitaire ont conduit plutôt à une situation difficile de concurrence pour ceux des jeunes qui rentrent pour la première fois à l'université par rapport à ceux qui peuvent accéder dans les écoles. Donc cette situation-là, alors elle est liée à quoi ? Je ne veux pas être trop long, donc je m'arrêterai à l'évocation d'une chanson. Vous savez que nous est rentré au Panthéon il n'y a pas très longtemps Joséphine Baker. Vous connaissez Joséphine Baker peut-être ? Et vous savez que son plus grand succès, c'était « J'ai deux amours ». La France a deux amours. L'égalité, c'est-à-dire l'égalité des chances. Mais elle a un deuxième amour, c'est le statut, la défense des statuts. Et elle déploie cet amour. Oui. Statut avec un T au bout, absolument. Et elle déploie ces deux amours avec autant de passion, ce qui, évidemment, rend la situation extrêmement difficile et engage des régimes de concurrence et de sur-concurrence pour ceux qui aspirent à la mobilité sociale, et c'est-à-dire, pour parler un langage plus simple, avoir un destin socio-scolaire qui soit indépendant de son milieu d'origine, tout simplement. Et cette compétition est rendue très difficile. Et je pense que ce que l'Institut de l'engagement, en tout cas je me permets de le dire à Martin Hirsch ici, c'est un des éléments, une des briques qui réinstalle de la solidarité, on l'a bien senti, mais aussi de l'encouragement et de l'entraide dans un régime de mobilité sociale et d'égalité des chances qui est plutôt marqué par la concurrence. Sachez que les données de sondage sont tout à fait surprenantes. 80% des cadres en France estiment qu'il y a une augmentation de l'inégalité en France. 80%. Et en même temps, ils ont tendance à penser que 20% de cette inégalité est liée au mérite plutôt qu'à l'origine de la naissance. Voilà. La réalité statistique, je terminerai parce que les sociologues sinon sont assommants, c'est que le meilleur prédictif de la mobilité sociale ascendante, ce n'est pas le milieu de naissance, c'est le milieu qui vous environne. Ce qui veut dire que tous les éléments de médiation du monde social, et l'Institut de l'engagement en fait partie, mais Dieu merci, il y a beaucoup de lieux où il peut y avoir ce type de dispositif, enfin pas assez, mais enfin il y en a, sont d'excellents moteurs pour disons, favoriser une égalité des chances plus grande. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop boring, comme on dit, mais c'était l'ouverture du débat. Merci beaucoup. Je propose qu'on aille à l'université. Bonjour à toutes et tous. Donc Virginie Laval, présidente de l'Université de Poitiers. Je crois que c'est important de vous la présenter très rapidement pour comprendre son écosystème. C'est une université pluridisciplinaire avec composante santé qui accueille aujourd'hui 31 000 étudiants et qui est
On est dans une ville qui affiche la plus grosse densité d'étudiants à l'habitant, puisque un habitant sur 3 est un étudiant à Poitiers. Donc c'est une ville jeune, dynamique, et je vous invite à venir nous retrouver à l'Université de Poitiers. La question des... Pardon. Et la maire de Poitiers. Et la maire de Poitiers a été stagiaire à l'Institut de l'engagement. Et nous avions accueilli l'Institut de l'engagement en juillet 2025. La maire et moi, en l'occurrence, on était venus témoigner de nos parcours. Ce n'est pas le but du jeu aujourd'hui. Je crois que les universités aujourd'hui, j'ai envie de le dire très fort, elles se sont transformées. Il y a une massification, c'est certain, mais il y a aussi une volonté claire et affichée d'individualisation des parcours et d'être au plus près de nos étudiants et de nos étudiantes. Alors maintenant, je vais parler de mon université, la trajectoire qu'on veut lui donner. Aujourd'hui, je souhaite, et on ne le fait plus, hein, on ne parle plus de réussite. On parle de réussite plurielle, ce qui change fondamentalement le regard. On accompagne l'étudiant évidemment vers la réussite et l'obtention d'un diplôme, c'est une évidence, mais on crée aussi tout l'écosystème favorable pour qu'il puisse se sentir dans des conditions décentes pour parvenir à mener ses études. On transforme les lieux de vie. Le mois d'accueil dure, l'accueil de nos primo-entrants dure 1 mois. On y met au cœur la cohésion sociale, la découverte de la vie associative, la découverte de notre service de santé étudiant. Un scoop, mais qui est important pour moi parce que ça a été une volonté politique forte. Nous avons créé avec le CRUS, qui est un organisme, un partenaire de l'université en matière de vie étudiante, un guichet social unique, un lieu unique pour accueillir nos étudiants, parce que quand un étudiant en difficulté frappe à la porte, qu'il soit écrit assistante sociale du CRUS ou assistante sociale de l'Université de Poitiers, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la rapidité à laquelle on est capable de vous apporter une réponse. Deuxième événement fort de la vie étudiante qui participe pleinement à la réussite de nos étudiants et de nos étudiantes, c'est notre capacité à vous prendre en charge, je le dis comme ça, du point de vue de votre parcours de santé. Vous êtes des cohabitants, vous arrivez dans une ville, il n'y a pas de médecin. Comment on fait pour vous accompagner? On a été, pareil, un très volontariste de ce point de vue-là. Nous sommes une université où il y a un cabinet dentaire pour nos étudiants et nos étudiantes. On a créé un partenariat avec une association de médecins, de dentistes à la retraite. Et grâce à la CEVEC, on a réinjecté l'argent dans ce cabinet dentaire pour faire venir des dentistes pour l'urgence dentaire. Et ensuite, on a créé un partenariat avec les dentistes de ville en libéral pour prendre le soin dentaire. Ce sont 2 exemples. Ce que je veux vous dire à travers ces exemples, c'est que le diplôme, il est effectivement important, c'est ce que le jeune vient chercher, mais la question de réussite plurielle, d'engagement de nos étudiants et de nos étudiantes dans les associations étudiantes et dans les associations de la ville de Poitiers, on le reconnaît, on l'incite, on leur donne un bonus de points à la moyenne. On donne des ECTS pour reconnaître l'engagement, on donne des open badges pour reconnaître l'engagement, on crée des UE d'ouverture pour accompagner l'engagement. C'est vraiment quelque chose qui permet à nos étudiants et à nos étudiantes de réussir le diplôme, la cohésion sociale, la confiance en soi, le savoir-être, le savoir-faire. Et ce sont des compétences qui sont indispensables aujourd'hui dans le futur métier, quel que soit le métier que vous exercerez. Donc je reprendrai la parole probablement tout à l'heure. Je la laisse à mon ministre. J'ai le droit ou pas? Merci beaucoup. D'abord, les 2 témoignages où vous êtes un peu livrés, moi je ne vais pas me livrer, mais je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je veux dire simplement, moi ma mère n'avait pas le bac, mon père avait un tout petit bac, au sens où c'est vraiment petit, je crois, enfin très très juste, quoi. Et je l'ai connu pendant toute sa vie, toute une première partie de sa vie et de sa carrière professionnelle. Il était au CNAM comme élève, et il est devenu technicien, puis il est devenu ingénieur du CNAM.
Et après, une fois qu'il avait été ingénieur, il s'est réengagé au CNAM, mais cette fois-ci pour être chargé de TD et pour enseigner. Donc c'est cette question de l'engagement, cette question de la transmission, cette question de l'ascenseur social aussi, c'est quand même, moi c'est quelque chose aussi que j'ai vécu, enfin bon, rétrospectivement, je vois toujours ça avec avec pas mal d'admiration de ce que j'ai vu comme enfant. Donc voilà, ces témoignages, ils me parlent. Je vais vous parler un peu plus de ce qu'on fait, de ce qu'on essaye de mobiliser d'un point de vue politique national. Je pense que d'abord l'engagement, comme ça a été très bien dit par la présidente de l'université, c'est avant tout quelque chose qui se passe localement. C'est-à-dire que, évidemment, ce qu'on fait au niveau national, c'est essentiel parce que ça peut donner un cadre, ça peut donner des moyens. Le Crous, il ne fonctionne pas si on n'y met pas les milliards d'euros qui font que derrière, on fait les bourses, on fait les repas, etc. Et les universités, c'est pareil, etc. Donc, évidemment, il faut une politique nationale. Mais après, les gens qui font sur le terrain, concrètement, et qui s'engagent sur le terrain, bah, c'est quand même aujourd'hui les enseignants-chercheurs, qui sont les enseignants, les chercheurs, mais aussi les personnels qui sont dans les universités, qui sont autour de vous. Le premier point que je veux mentionner très vite, c'est est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'égalité des chances en France sur le territoire national? Non, mais vraiment, enfin, je veux dire, oser dire qu'on est dans un système où on donne une vraie égalité des chances à toutes et à tous aujourd'hui sur le territoire, c'est pas vrai. C'est évidemment un objectif qui doit être au cœur de ce qu'on veut faire. Mais il suffit de regarder aujourd'hui, si vous allez au hasard, vous ouvrez Parcoursup et vous regardez les formations qui sont disponibles quand vous êtes né dans le 7e arrondissement et celles qui sont disponibles quand vous êtes dans la Creuse ou dans la Meuse, voilà, et ben vous voyez bien que non, c'est pas vrai. Il n'y a pas du tout égalité des chances. Et il n'y a pas du tout égalité des chances, en particulier dans le supérieur. Parce qu'il y a une très très grande hétérogénéité de couverture de type de formation partout sur le territoire. Et puis une très grande hétérogénéité aussi. Je sais que toutes les universités sont tout aussi bonnes les unes que les autres et que toutes les licences sont excellentes. Mais il y a quand même aussi hétérogénéité de qualité de qualité des formations. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un enjeu majeur sur lequel il faut qu'on arrive à progresser. Et en particulier, je ne veux pas être trop long, mais il y a un point qui est vraiment essentiel et qu'on a probablement un peu oublié ces dernières années. Ces dernières années, je ne vais pas vous refaire la politique de l'enseignement supérieur, qui est un sujet passionnant, et je suis convaincu que beaucoup d'entre vous, comme futurs hauts fonctionnaires par exemple, s'intéresseront à ce sujet-là. Mais on a mis beaucoup d'argent pour concentrer les ressources sur un nombre limité de grandes universités, qui sont des grandes universités de recherche et d'enseignement supérieur, des grands pôles. Et je pense qu'il y a plein de bonnes raisons d'avoir fait ça. Et puis, des universités qui étaient plus petites, et qui étaient la plupart du temps en dehors des grandes métropoles, etc., elles ont plus ou moins accompagné ce mouvement. Il y en a qui ont eu du succès, d'autres un peu moins. Mais on a quand même beaucoup de ces universités ou établissements qui ont finalement pas été très financés ces dernières années, ou pas bénéficié de la dynamique globale. Et derrière, ce sont elles qui ont des antennes dans les territoires, qui sont les territoires les plus loin des métropoles. Et on sait très bien qu'en particulier pour les territoires ruraux, etc., cette question-là, elle est centrale, parce que derrière, ce qui se joue, c'est quoi? C'est l'accès des gens qui sont dans les campagnes aujourd'hui et qui ont par exemple du mal à franchir le pas et à monter dans le train de l'enseignement supérieur. C'est plus dur quand vous êtes statistiquement aujourd'hui, sous le contrôle de sociologues qui sont aussi, quelque part, les numérologues de la société. C'est aussi la question, je reprends le fil de mes pensées, c'est presque plus dur quand vous êtes dans un territoire rural aujourd'hui que dans un territoire dans la banlieue, pour la question de la promotion sociale. Et donc à travers l'enseignement supérieur. Donc c'est un enjeu qui est majeur. Donc il faut renforcer la territorialisation, c'est notre objectif aujourd'hui, et essayer de faire le maximum pour maintenir en particulier les antennes universitaires dans les villes qui sont des villes moyennes, et la présidente pourra vous le redire, un des problèmes de ça, c'est que ça coûte très cher, c'est faire des formations à distance quand c'est nécessaire, c'est donner en particulier au démarrage, en particulier en L1,
la première année de licence le moyen de progresser. C'est aussi la question, en dehors des universités, c'est aussi veiller au maillage à travers des formations qui sont comme les classes préparatoires aujourd'hui, qui sont trop concentrées aujourd'hui dans quelques départements, qui sont des très bonnes formations. Hein. Moi, j'ai vraiment rien contre les classes préparatoires, au contraire, c'est des super formations, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elles sont, et un certain nombre d'entre elles ont un vrai effet sur la mixité sociale et en particulier dans les filières scientifiques et techniques, il y a vraiment beaucoup de mixité, c'est très très bien, mais par contre sur le territoire elles ne sont pas uniformément réparties. Enfin, voilà. Je ne veux pas être trop long, juste dire un mot sur le fait que au-delà, on a mentionné le Crous tout à l'heure, au-delà de cette question de l'accès à l'enseignement supérieur, il y a la question de l'information, et donc c'est derrière en particulier, alors tout le monde va vous dire Parcoursup. Parcoursup, c'est une super plateforme, c'est moi qui l'ai faite, donc c'est pour ça que mais ce n'est qu'une plateforme, c'est-à-dire que ce n'est que le mythique de l'enseignement supérieur, ou si vous préférez le Tinder. Vous choisissez, mais c'est pas autre chose, c'est-à-dire que c'est une plateforme numérique de rencontre. La question de l'accès à l'enseignement supérieur, l'intérêt de la plateforme, c'est d'avoir de la transparence et de donner des informations, mais le vrai sujet et la vraie difficulté, c'est la question de l'orientation. C'est le choix de ce que vous allez faire. C'est comment vous construisez votre parcours quand vous êtes au lycée. Comment est-ce que vous vous projetez dans l'enseignement supérieur. Comment est-ce que, si vous avez eu un accident de parcours à un moment ou à un autre, vous êtes capable de rebasculer dans ce monde-là, etc. Donc la plateforme n'est qu'une plateforme. On peut changer le nom de la plateforme, on peut changer le mécanisme. Ça changera. Il y aura comme ça d'autres articles au même moment dans la presse pour faire les marronniers du moment. Le sujet n'est pas la plateforme, le sujet c'est la question de l'orientation. Et c'est ça le truc qui est au cœur, parce que c'est facile d'être orienté quand vous êtes dans une famille CSP+. Parce que derrière, vous avez vos parents à côté, vous avez vos amis, vous avez vos proches, vous avez votre environnement qui est là et qui va, sans avoir une connaissance globale et complète de tout le secteur, ils vont vous pousser vers tel ou tel sujet, ils vont dialoguer avec vous et comme enfant. Et ça, c'est beaucoup plus dur quand vous êtes dans un milieu qui est un milieu plus modeste. Donc cette question de l'orientation, elle est clé. Question des bourses et question du logement, je reviens juste et après on pourra en reparler si vous voulez. Il y a des vrais efforts qui sont faits aujourd'hui en France. Hein, si on se compare par rapport à d'autres environnements, le coût de l'enseignement supérieur, d'abord il est quasi gratuit. Ça dépend parce ça dépend de l'endroit où vous voulez le faire, mais il y a des mécanismes de bourse, il y a des mécanismes qui sont assez forts. Est-ce que c'est suffisant ? La réponse est, je sais bien que la réponse est probablement non, pas complètement. Voilà. Et puis après, il y a la question de la massification qu'on abordera peut-être dans un deuxième temps. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais la question de la massification de l'enseignement supérieur, elle est à la fois, évidemment, un vecteur d'émancipation, parce qu'on voit bien qu'en massifiant, quelque part, on donne plus de chance à tout le monde. Et en même temps, je vais juste vous donner une stat pour faire réfléchir tout le monde. C'est que aujourd'hui, si vous êtes un bachelier professionnel et que vous êtes inscrit en licence, au niveau national, la probabilité de succès dans cette licence-là, après vous pouvez avoir d'autres parcours, etc., mais dans cette licence-là, est de l'ordre de 7%. C'est-à-dire que vous avez 93 chances sur 100 de ne pas l'avoir. Donc ça pose une question en termes de politique publique, de savoir, en gros, derrière, on a fait la massification, jusqu'où on est allé. Est-ce que derrière la question de la massification, on ne doit pas aussi avoir un discours qui est d'adaptation du parcours post-bac par rapport au parcours pré-bac, hein, donc derrière, c'est la question du baccalauréat, clairement, qui doit être un peu challengé, je crois. Et derrière la question de la... Et c'est pas du tout pour interdire l'accès à l'enseignement supérieur pour des bacheliers professionnels. C'est pas ça, évidemment, mon point. Mais c'est de dire, en gros, à quel moment il faut le faire et comment on doit le faire et comment on doit l'accompagner. Est-ce qu'il ne faut pas proposer systématiquement des dispositifs d'accompagnement ? Est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, peut-être encourager ces jeunes-là à travailler pendant quelques années, puis éventuellement à revenir et à mettre des dispositifs pour les faire revenir dans l'enseignement supérieur. Bref, sortir des parcours linéaires, qui est probablement, pour reprendre ce que disait Pierre-Paul tout à l'heure, la troisième passion de la France aujourd'hui, qui consiste à dire que globalement, si vous n'avez pas eu votre licence à 21 ans, vous avez raté votre vie. C'est probablement pas le cas. Alors moi, je vais parler d'autres types d'établissements que ceux qu'on a évoqués jusqu'à présent, puisque comme Martin l'a dit,
Moi, je suis présidente de la conférence des grandes écoles. Donc, pour vous donner pour vous dire de quoi on parle, les grandes écoles, il y en a 250 en France. Donc, on a cité Sciences Po tout à l'heure. On a en tête les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, mais il y a aussi des écoles de design, de la défense. Donc, c'est beaucoup plus varié que les 4 ou 5 qui vous viennent à l'esprit quand on vous dit le mot grande école. Ça représente 500 000 étudiants. Et il y a aussi une grande diversité, puisque dedans, il y a à peu près 2/3 d'écoles publiques, mais il y a aussi des écoles autofinancées qui n'ont pas de subventions publiques, comme notamment les écoles de commerce. Alors, on parlait de la tension entre statut et égalité. C'est un sujet qui est assez central pour les grandes écoles, puisqu'effectivement, les grandes écoles recrutent sur concours, que la représentation sociale laisse la part belle aux jeunes de milieux favorisés, il faut le dire, hein, c'est une réalité, parce qu'ils sont plus informés, et probablement aussi parce qu'ils ont l'impression que c'est adapté à leur situation, alors que probablement dans la salle, vous êtes un certain nombre à vous dire que les grandes écoles, c'est pas pour vous. Alors moi, je suis là pour vous dire le contraire. Voilà. Donc si j'ai un message à faire passer, c'est celui-là. Moi, je dirige une école qui s'appelle Neoma, qui est dans les territoires, qui est à Rouen, à Reims, qui a un petit campus à Paris, mais le gros des troupes est à Rouen et à Reims, et qui a 1/3 d'étudiants boursiers, et qui met en place des dispositifs d'accompagnement très poussés pour financer les études, mais aussi pour financer la vie en plus des études, pour aider les jeunes à avoir un job à côté qui soit à la fois rémunérateur, mais qui évidemment ne soit pas un obstacle à la réussite des études. Et on a un engagement très fort à Neoma, mais tous mes collègues dirigeants de grandes écoles en ont un comparable. Nous, on dit haut et fort qu'à chaque fois qu'on rencontre un jeune, votre job, c'est de réussir le concours, et nous, on trouvera toujours des solutions pour que vous puissiez financer vos études. La particularité aussi des grandes écoles, c'est que c'est dur de rentrer, mais quand on est rentré, on est à peu près sûr d'être diplômé à la fin, sauf si vraiment... Donc c'est un parcours un peu différent d'autres parcours, mais qui accompagne beaucoup les étudiants. On fait du mentorat, on a des dispositifs pour accompagner beaucoup les étudiants qui n'auraient pas les codes. On parlait des codes tout à l'heure, pour les aider de manière très poussée à préparer leurs stages, leurs entretiens préalables au stage, à réfléchir aussi à leur projet professionnel, parce qu'évidemment, quand un jeune rentre, selon son milieu, il connaît les débouchés possibles ou il ne les connaît pas. Et donc nous, on investit énormément. Hein. Par exemple, on a plus de 30 personnes à Neoma qui travaillent au conseil carrière, qui font des entretiens individuels avec chacun des étudiants pour les aider à réfléchir, à connaître les métiers et à réfléchir. Donc voilà, moi le cœur de mon message c'est ça, c'est les grandes écoles, c'est aussi pour vous. On a recruté 2 élèves à Neoma de l'Institut de l'engagement l'année dernière, c'est pas assez, on en voulait plus, mais bon, il y en a qui ont choisi d'aller ailleurs. Donc c'est un choix réciproque. Hein. Et je crois aussi beaucoup aux dispositifs parallèles, c'est-à-dire, bien sûr, il y a Parcoursup. D'ailleurs, sachez qu'on rentre dans une grande école après une prépa, mais aussi on peut rentrer en post-bac après, dans le cadre de Parcoursup. Il y a aussi plein de passerelles. Et les passerelles, c'est très important parce que c'est ce qui permet justement, quand à 18 ans, on ne connaissait pas l'école, d'y rentrer plus tard. Donc c'est ce qu'on fait avec l'Institut de l'engagement, mais c'est ce qu'on fait avec plein d'autres associations et aussi des associations au niveau local. Parce que nous, par exemple, à Rouen et Reims, on a beaucoup de liens avec les associations locales, justement pour sortir des parcours convenus. Voilà, je ne veux pas être plus longue et je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Je vais commencer par une question. Y a-t-il des bacheliers pros dans la salle? Peuvent-ils lever le doigt? Pas beaucoup. Hein. Des bacheliers techno? Plus. Des bacheliers généraux? D'accord. Nous, ça nous intéresserait d'ailleurs de pouvoir... Moi, je crois beaucoup aux expérimentations, de pouvoir travailler sur effectivement des parcours pour bacheliers pro, etc. On serait ravis et ça comblerait le fait que... Alors, cette année, il n'y en a pas beaucoup. D'habitude, on en a plus. Je ne sais plus quel est le pourcentage. Mais effectivement, si on pouvait aider là-dessus, on serait ravis.
Alors, les orateurs ont accepté, vous avez vu, ils ont été remarquablement brefs, ils ont fait passer 2-3 trucs pour vous laisser du temps dans l'échange. Donc, je ne vais pas faire un deuxième tour de table maintenant. Si jamais vous avez 0 question, parce que d'habitude, vous êtes incapable de poser des questions, c'est pénible, du coup, on parlera d'ici. Si jamais vous avez des questions, on va prendre les questions. Puis à cette occasion-là, tout le monde peut prendre la parole de ce côté-là. Vous n'êtes pas obligé de les orienter vers une seule personne. On pourra se débrouiller pour ne pas avoir les affres de l'orientation. Y a-t-il des mains qui se lèvent pour des questions ? Il y en a 2 là, déjà. Et alors, comme d'habitude, je plaisantais, hein, ils posent toujours des questions. Comme d'habitude, parce que nous, on commence à vous connaître, mais les 4 personnalités là ne savent pas qui vous êtes. Vous prenez 3 phrases pour dire qui vous êtes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là ? Alors déjà, bonjour, merci pour votre intervention. Je m'appelle Raphaël, je suis consultante à Prague en ce moment, mais je suis ici grâce à mon bénévolat au Lions Club ou Léo Club, si vous avez déjà entendu parler, pendant plus de 5 ans. Et donc je viens ici pour un projet de reprise d'études potentiellement, bien que mon travail me plaise énormément. J'ai toujours rêvé d'aller à HEC, ça a été un objectif pendant très longtemps, je m'y suis préparée. Et j'ai pensé que c'était une superbe opportunité parce que l'Institut pouvait potentiellement me laisser ma chance. J'ai un parcours peut-être un peu atypique, j'ai fait beaucoup de bénévolat, j'étais sportive de haut niveau et du coup j'ai... Dans quel sport ? Le judo. Et du coup j'ai dédié beaucoup de temps à tout ce qui est extracurriculaire et le problème étant, je faisais également une double licence dans le public. J'avais été prise en école de commerce mais je voulais pas dépenser mon argent à ce moment-là, que j'avais pas de toute façon. L'argent de mes parents, autrement dit. Et donc voilà, et donc je me suis dit, c'est peut-être l'opportunité donc, d'accéder au moins pour un master et d'accéder à l'excellence et tout ça. Ma question étant, je ne fais pas partie d'un milieu défavorisé, entre autres. Mes parents sont pas cadres non plus, plutôt de la classe moyenne. Et dans notre cas, on n'a aucune aide. C'est-à-dire que j'ai accès à aucune bourse. Et pour autant, on est loin d'être riche. Et du coup, accéder à un master à HEC, ça veut aussi dire dépenser 60 000 € en 2 ans, donc un prêt étudiant que je vais devoir rembourser. J'ai bien conscience que les salaires en sortant d'HEC sont potentiellement plus élevés. Mais bon, c'est quand même un problème qui est posé à beaucoup de monde, je pense. Et je pense qu'on nous prend un peu moins en compte, du coup, parce qu'on est un peu dans la moyenne, on est un peu entre les deux. Donc je voulais savoir s'il y avait des choses qui étaient potentiellement à mettre en place, si vous aviez déjà abordé ce sujet. Voilà. Merci. Je propose qu'on prenne 3 questions et puis ensuite on prend la... Hop, très bien. Bonjour, déjà merci beaucoup pour votre intervention. Donc moi je m'appelle Ahmed, je suis actuellement étudiant en 3e année de licence et en parallèle donc j'ai créé mon association. En licence de quoi ? D'AES, donc Administration économique et sociale. Et en parallèle j'ai créé mon association. Où ça à Paris, un Panthéon-Sorbonne. Et en parallèle, donc, j'ai créé mon association qui s'appelle Nouveau Visage et qui a pour but justement de valoriser un peu l'image des quartiers populaires de par un média dans lequel on met en valeur des jeunes parcours inspirants de banlieue, mais également de par des actions dans lesquelles justement on fait des sessions d'intervention dans des lycées de zone Z, zone REP pour leur donner accès à l'information concernant les cursus qui seraient un peu élitistes, que ce soit les écoles de commerce, d'ingénieurs ou encore les grands cursus universitaires. Et donc j'ai une question pour Madame Manceau, plus précisément justement, ce serait par rapport au fait que, par exemple pour moi, je pense que l'inégalité des chances, elle provient d'abord de l'accès à l'information. Et je pense que si on n'a pas accès à l'information, on ne peut même pas prétendre à ces grandes écoles-là. Et comment est-ce que vous, par exemple, vous répondez à ces questions ? Parce que je sais que, par exemple, dans mon cas personnel à moi, lorsque j'étais au lycée ou même en bac plus 1 ou bac plus 2, je ne connaissais même pas les grandes écoles. J'ai appris ce que c'était une grande école au début de l'année. Et donc j'aimerais savoir quel dispositif est-ce que vous pourriez mettre en place pour que justement les jeunes qui seraient amenés à rejoindre des cursus ensuite dans l'enseignement supérieur pourraient avoir accès à l'information, parce que je pense que certains d'entre eux, même s'ils n'ont pas les moyens, pourraient peut-être avoir le niveau, pourraient aussi également connaître un peu les dispositifs qui seraient mis en place pour pouvoir les aider à financer ou autres. Et ce serait, je pense, une sorte de transfert social qui pourrait être pour eux assez intéressant et assez important. Merci Ahmed. Qui a le micro pour la 3e question ? Il n'y a qu'un seul micro, c'est ça, parce qu'on en a 4 ici. Bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention qui était très intéressante. Toulouse.
Oui, pardon, excusez-moi. Je me nomme Lilian Leclinch, j'ai fait 3 années de licence de psychologie. J'ai fait ma licence de psychologie à Toulouse et j'ai fait mon service civique au GEM Bipol 31, donc les groupes d'entraide mutuelle pour les personnes concernées par des troubles psychiques. Moi, ma question, c'est j'ai eu énormément de difficultés, que ce soit dans mon parcours, même si je ne fais pas partie des gens concernés par les plus grosses inégalités, par rapport à cet accès à l'information, à toutes les associations qui existent. Je sais que moi, j'ai découvert il y a à peine 1 an que le CRIJ existait. Alors, je sais que ça doit peut-être sembler très stupide quand je le dis comme ça. Et je suis aussi entouré d'énormément de gens où à chaque fois que je leur parle de tout ce qui est possible au niveau de l'enseignement ou même de la santé, je me rends bien compte qu'il y a un manque d'informations. Ma petite amie, par exemple, vient de Nouvelle-Calédonie et à peine arrivée en France, j'ai dû lui expliquer tout le système de santé. En métropole. Oui, en métropole, pardon. Dans l'Hexagone. Excusez-moi. J'ai dû lui expliquer un petit peu tout le système de santé, qui n'est pas du tout le même, toutes les aides qui étaient possibles. Et en fait, ça m'a fait me rendre compte de quelque chose. Aujourd'hui, c'est vrai que dans l'enseignement, dès que j'en parle avec d'autres personnes, on se dit tous, on aurait bien voulu qu'à l'école, on nous explique tout ça. On aurait bien voulu savoir comment gérer nos impôts, comment savoir où chercher de l'aide au niveau de la santé et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec le manque de moyens et peut-être de financement de la part de l'État, ça va toujours être du côté des associations ou des intervenants extérieurs de porter la responsabilité un petit peu de cette information? Ou est-ce que vous pensez que ce serait plus du côté de l'éducation qu'il va falloir redoubler d'efforts pour essayer de plus en plus jeunes, informer et éduquer à comment être un adulte et comment gérer tout ce qui est disponible devant nous? Ou est-ce que possiblement on arrivera à trouver un entendu entre d'un côté l'associatif, l'extérieur et l'éducation en elle-même? Eh bien, ça fait sacrément 3 bonnes questions, non? 3 bonnes. Il y a 3 micros. Je vous laisse. Ouais, je peux dire un mot sur, enfin deux mots. Une réponse partielle aux questions de l'orientation. En tout cas, vous partagez une conviction. Pour les questions de l'orientation, en tout cas en première année pour les primo-accédants dans l'enseignement supérieur, la clé du système, c'est le fait qu'à un moment ou à un autre, dans le parcours scolaire, au lycée et même au collège, les enseignants de collège et de lycée se saisissent pleinement du sujet de l'orientation. Je sais que ça fait partie de leur mission aujourd'hui, il y en a qui le font, etc. Mais enfin, on est encore, je pense, les enseignants, et pardon parce que c'est pas mon secteur et j'en parle avec peut-être mon lot d'erreurs, et je m'excuse auprès de mon collègue Édouard Geffray si je le fais, mais je pense que nos collègues enseignants, avant tout, ils sont quand même encore beaucoup dans la transmission disciplinaire de compétences, et qui est absolument essentielle, et c'est vraiment le dernier. Mais à côté de ça, je pense que vraiment la question de l'accompagnement et de l'orientation pour les publics les plus fragiles, tant que ce ne sera pas considéré comme une mission clé au lycée, on n'y arrivera pas. Je veux dire, vraiment, c'est un truc, j'en suis profondément convaincu. Après, on peut faire des machins qui vont aider, on peut faire des couches d'intelligence artificielle, on peut faire des bidules et des trucs, ça, et c'est très bien, et il faut le faire. Mais je veux dire, le fait qu'à un moment ou à un autre, il y ait des profs dans les lycées, dans les salles de classe, qui viennent voir les élèves un par un et qui s'en occupent et qui leur posent des questions et qui les sollicitent et qui les challenge sur leur orientation, c'est ça, je pense, une des clés du succès, et ça n'y est pas encore. Et après, très brièvement sur la question du master et du coût du master. Alors, vous êtes probablement dans un des cas les plus, entre guillemets, difficiles, parce que c'est à la fois des formations qui sont hors de prix. On pourrait challenger un peu cette question du hors de prix. Enfin, bon, peut-être qu'à un moment donné, il faudrait qu'il y ait aussi une forme. Et c'est pas à moi de réguler, hein, c'est des formations d'enseignement supérieur privé, c'est à eux de décider, c'est à eux de faire, mais je pense qu'à un moment donné, quand même, la question du coût des études va poser mécaniquement un problème, parce que le vivier va s'assécher mécaniquement, hein. Je pense qu'on a un vrai sujet autour de ça. Et en plus de ça, effectivement, classe moyenne hors bourse, là, forcément, vous payez à plein. Et donc, aujourd'hui, non, il n'y a pas de dispositif. Alors, il y a des écoles ou des formations universitaires qui proposent des frais qui sont des frais régulés, différenciés et progressifs.
Et je pense qu'il faudra aller vers ça à un moment ou un autre. C'est probablement une des réponses un peu générales à laquelle j'apporterai une réponse. Mais spécifiquement pour HEC aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Je mentirais en vous donnant une réponse que je n'ai pas. Je peux juste compléter sur la question de l'orientation. En fait, moi, ça m'attriste toujours d'entendre ce ressenti en fait de manque d'information. C'est pas un ressenti, hein. La manière dont vous le racontez. On a l'impression, là où je suis en tous les cas, de se rapprocher presque tous les jours du rectorat et des lycées de territoires ruraux. On organise des immersions longues dans nos murs. À l'université, une classe entière qui se déplace avec son prof, ses profs, les cours. À l'université, des chambres au Crous, un resto au Crous. Il y a des immersions dans le monde de l'enseignement supérieur. On organise évidemment, comme n'importe quel autre établissement d'enseignement supérieur, des portes ouvertes. On a des services entiers dédiés à l'orientation et il y a un vrai travail qui se passe au niveau du bac-3, bac+3. Et malgré ce travail-là, on n'arrive pas à venir vous toucher au plus près. Et en fait, je le regrette profondément. Je ne sais plus en fait quelle ficelle tirer pour être au plus près de vous, de vos familles, d'aller vous chercher, de venir vous accompagner. Parce que vraiment, des actions, il en existe beaucoup en faveur de cette orientation. Et j'ai participé à un groupe de travail mené par Elisabeth Borne lorsqu'elle était première ministre sur justement la question de l'orientation. On travaillait avec des jeunes, avec leurs attentes, et on avait fait des propositions en ce sens. Mais en fait, moi, je ne sais plus. En fait, j'ai besoin de ressentir ce dont vous avez besoin, parce que nous, on a l'impression d'aller dans les lycées, on a l'impression que les lycées, ils viennent chez nous, du travail des équipes pédagogiques entre elles, qui est essentiel, hein, et je ne sais plus en fait quoi faire. Donc moi, en fait, je suis démunie d'entendre à nouveau qu'il y a des difficultés d'information qui passent mal en tous les cas. Et donc, les réseaux sociaux, ok, mais on ne va pas faire que des réseaux sociaux. L'humain est tellement plus important, de le rencontrer et d'échanger. Donc voilà, moi je suis preneuse de trous dans la raquette que vous pourriez nous donner pour qu'on essaye de corriger le tir, vraiment. Moi, je voulais réagir sur la question qui a interpellé le plus le sociologue. Alors, j'ai été aussi chef d'établissement et d'une grande école, donc je pense qu'à un moment donné, j'en parlerai, mais c'est la question qui a été posée sur les classes moyennes. Les classes moyennes ont été les grandes gagnantes de la période de mobilité sociale structurelle. Et à partir du moment où cette mobilité sociale structurelle s'est ralentie, parce que la restructuration du pays, disons la grande restructuration s'est arrêtée ou s'est transformée, ce sont les classes supérieures qui ont été les grands gagnants, et ce sont les classes moyennes et les classes populaires qui ont été confrontées à une exacerbation des attentes du système, parce que l'État ne s'est pas retiré, je ne dirais pas ça, l'État ne s'est pas retiré. Le ministre rappelait l'importance des implantations universitaires et des antennes. Je dirais même aussi que l'ascenseur social ne s'est pas arrêté, contrairement à une formule qu'on entend souvent. Mais la compétition pour entrer dans l'ascenseur, c'est considérablement... et la compétition a été formalisée sur la forme du mérite et de l'effort, ce qui induit une psychologisation de beaucoup de phénomènes de réussite ou d'échec. Alors moi, je voulais juste faire un petit pas de côté par rapport à la France, et du coup, j'avais envie d'aller aux États-Unis quelques minutes, enfin quelques secondes. D'abord, en vous écoutant, je me suis rappelé d'une séquence d'un film d'un documentariste américain qui s'appelle Robert Wiseman, un film qui s'appelle At Berkeley, où Wiseman, c'est un film très long dans lequel il décrit ce qui se passe dans une université à un moment, université en californienne, à un moment où on annonce des baisses de subventions publiques de l'État de Californie et où il faut se demander de savoir si on augmente les droits d'inscription. Et puis, durant le film, il y a une grève. Comment ? Non, mais je préfère, Philippe, si tu veux bien, je préfère ne pas aller sur le terrain français, comme ça je suis sûr de pas te contrarier. Voilà, et donc la question se pose de quoi faire. Et Wiseman pose sa caméra dans la salle du board, c'est-à-dire la salle du conseil d'administration de l'établissement. Et quelle est la discussion qu'il y a à ce moment-là dans le conseil d'administration ? C'est de se dire, est-ce que si on augmente les frais d'inscription, on va perdre les classes moyennes ? Pourquoi ? Parce que d'un côté, on a des politiques, alors à cette époque-là aux États-Unis, on a des politiques de soutien actif à l'augmentation de la diversité sociale dans les universités en allant chercher sur le bord
populaires et d'origine ethnique non dominante dans l'université. Donc là, on a des dispositifs qui existent et que l'université finance. Et puis de l'autre côté, il y a les classes supérieures. Mais au milieu, il n'y a rien. Et un membre du board de l'université dit si on perd les classes moyennes, à moyen terme, on a un problème. Eh bien, ce problème, c'est l'arrivée de Donald Trump. Mais non, mais je suis sérieux. Parce qu'en réalité, si vous perdez les classes moyennes, eh ben, vous avez le réformisme politique perd sa base électorale. La base électorale du réformisme politique en France, c'est que les classes moyennes ont été les grands gagnants. À partir du moment où les classes moyennes ne sont plus les grandes gagnantes d'un système de mobilité sociale et de promotion, vous avez un risque politique. Et de ce point de vue-là, pour faire le lien avec ce qu'a dit très justement le ministre sur la massification, et je me suis permis... Philippe Baptiste a dit qu'il ne voulait pas faire l'histoire de l'enseignement supérieur et de la recherche. Non, enfin, tu as dit que tu ne voulais pas embêter tout le monde avec ça. Et moi, j'ai fait une énumération d'établissements. Et ce n'était pas par hasard, hein, si j'ai parlé des IUT, des BTS, des Polytech. Voilà. Parce que je pense que ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que la capacité à construire un système qui offre des voies extrêmement diversifiées et qui du coup paraît contrevenir au principe d'égalité où tout le monde pourrait accéder à un système qui serait homogène et massifié, c'est un sujet majeur et c'est sur ce sujet-là qu'on peut à la fois être en appui très fort sur les classes populaires, excusez-moi d'utiliser ce vocabulaire qui est un peu sociologiste, et en même temps ne pas perdre les classes moyennes. Voilà. J'interviendrai sur l'orientation. D'accord. Alors, moi, je voulais réagir sur les deux sujets aussi qui ont été abordés. D'abord, sur le sujet de l'orientation. Bon, moi aussi, comme Virginie Laval, je suis désolée d'entendre ces récits. On a, par exemple, des dispositifs comme les cordées de la réussite qui fonctionnent quand même bien. Alors, c'est pas assez, c'est clairement pas assez à vous entendre. Mais on a des étudiants qui vont dans les collèges, dans les lycées, qui font à la fois du soutien scolaire, mais aussi font connaître les grandes écoles et les universités, montrent que c'est possible. Si vous voulez, c'est vrai qu'en plus, sur les grandes écoles, il y a des idées reçues qui ne sont pas toutes fausses, mais qui sont très ancrées, qui font que même si on en a entendu parler, on se dit « c'est pas pour moi ». Et c'est ce que je disais dans mon introduction, quand même, les grandes écoles ont beaucoup changé. Elles essaient quand même beaucoup d'élargir leur recrutement au plan social et sociologique. On n'a pas parlé de l'alternance, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est aussi un moyen de financer les études qui est aussi possible pour les milieux de classe moyenne. D'ailleurs, les enfants d'employés sont surreprésentés dans les grandes écoles parmi les alternants si on compare à la population étudiante. Alors, ça ne s'applique pas, je sais, mais bon, voilà, globalement, c'est le cas. Donc sur l'orientation... on essaie de faire beaucoup, on va beaucoup dans les lycées, on essaie vraiment de se faire connaître, de dire que ça existe dès le plus jeune âge, parfois même vers le collège. On sait qu'il faut aussi avoir l'occasion de rencontrer des gens qui l'ont fait, avec qui on peut s'identifier pour se dire moi j'aimerais bien être à sa place dans 5 ans, dans 10 ans. Bon, le nombre d'établissements est tel en France que forcément on peut pas être dans tout le territoire. Mais comme je veux quand même être optimiste, parce que c'est ma nature, et je m'adresse à vous qui m'avez interpellée, c'est pas grave que vous ne l'ayez pas su en terminale, parce que vous pouvez, si votre objectif c'est de rejoindre une grande école, vous pouvez très bien le faire après une licence ou après un master. Et aujourd'hui, peut-être contrairement à il y a 20 ans, il y a énormément de passerelles entre le monde universitaire et les grandes écoles, entre des formations de nature différente, d'une discipline à l'autre, entre des formations de niveaux différents, et tout reste possible, et justement, tout n'est pas joué ni à 18 ni à 20 ans. Et donc je pense que là-dessus, quand même, on a fait beaucoup de progrès, alors qu'on avait des systèmes qui fonctionnaient en parallèle sans jamais se croiser avant. Et aujourd'hui, il y a plein de collaborations, il y a plein d'intégrations et il y a plein de passerelles plus tard. Donc voilà, je le regrette et on va continuer nos efforts, mais en tout cas, c'est encore possible. Et sur le sujet des classes moyennes, bien sûr, vous avez raison, c'est très compliqué. Bon, les écoles de commerce, je vais quand même défendre ma paroisse, c'est quand même mon rôle aussi, n'ont aucune subvention publique. Donc elles sont financées par les frais de scolarité. Moi, je peux parler de mon école, et on fait beaucoup d'efforts en matière de diversité sociale, mais 95% de nos revenus, c'est les frais de scolarité, et on n'a pas d'aide publique.
Donc ça veut dire que après à nous d'organiser des systèmes de péréquation pour que ceux qui peuvent payent un peu plus cher que ce que ça coûte et que ça permette de réduire les coûts ou de les réduire à zéro pour ceux qui ne peuvent pas les financer. Quand même, il ne faut pas avoir peur, je sais que c'est pas... Il ne faut pas avoir peur de s'endetter pour ses études parce que c'est un investissement, ce n'est pas une dette, c'est un investissement. Et encore une fois, il y a beaucoup de dispositifs. C'est pour ça que l'alternance est très importante aussi dans l'enseignement supérieur parce que ça permet de financer les études et en plus d'être salarié. Même si c'est très exigeant au plan académique. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est pas c'est des solutions. Ça ne suffit pas, mais c'est quand même des amorces de solutions. Merci. Je voudrais, avant de vous redonner la parole, moi dire un mot sur l'orientation. Je ne suis pas sûr que ce soit une question d'information et qu'on pourrait surinformer et que ça ne résoudrait pas le problème. Je pense que c'est le concept même d'orientation qui pose un problème. Parce qu'en réalité, beaucoup d'entre nous ici ne font pas le métier, aujourd'hui n'exercent pas la fonction pour laquelle ils ont fait leur formation. Pas exactement. Et il y a une fausse orientation. Souvent, on va à HEC non pas pour être commercial, mais pour être sûr d'avoir effectivement un emploi, d'être bien rémunéré, d'être bien, etc. Et pas forcément pour faire du commerce. Et les ingénieurs, il y en a beaucoup qui font pas ça pour devenir ingénieur, mais etc. Et à 17 ans et demi, au moment de Parcoursup, d'aller surinformer pour dire allez choisir le métier que vous allez exercer pendant 40 ans, je pense que ça pose un problème. Et je pense que si l'orientation, c'était aller choisir quels sont vos goûts, à quoi avez-vous envie de vous intéresser, d'être formé, dans quoi vous sentez-vous à l'aise, dans quoi vous sentez-vous curieux, etc., etc. Et peut-être, et ensuite on organisera que si vous réussissez là-dedans, vous pourrez, et on peut faire des études de psychologie pour être vendeur, je pense que c'est utile pour du commerce, on peut faire des études de... moi j'ai fait des études de médecine sans jamais devenir médecin, etc. etc. Il y a plein de choses comme cela, et je pense que notre rapport à l'orientation est vraiment problématique. Voilà. Et il y a beaucoup de pays dans lesquels on ne demande pas de s'orienter à cet âge-là. Et on permet de choisir 2-3 matières, puis ensuite d'en abandonner une pour en tester une autre, etc. Je trouve ça très frappant. Et en France, on a cette tendance-là qui, à mon avis, ne se couvre pas par une surinformation. Je vous rends la parole. Alors, vas-y, tu es debout avec le micro, donc tu as pris le pouvoir, bravo. Du coup, je m'appelle Priscilla, oui. J'ai fait des études d'informatique et j'aimerais me spécialiser dans le conseil numérique. J'ai fait un engagement en mission humanitaire, j'ai fait plusieurs mois en Australie puis au Vietnam. Et du coup, je suis originaire de la Guadeloupe et du coup, j'aimerais parler des Drômes. Du coup, ma question est la suivante. Pour un jeune des Drômes, viser une grande école, c'est forcément s'exiler malheureusement. Enfin, s'exiler en Hexagone. Est-ce que vous comptez installer des filières de haut niveau directement sur place pour que l'excellence ne soit plus un synonyme de départ, on va dire, forcé? Je veux répondre tout de suite. D'abord, je suis content d'avoir quelqu'un qui a fait des études de sciences, parce que la science est une femme, et comme mon vrai métier avant d'être ministre, moi j'étais chercheur en informatique et en mathématiques appliquées, donc, et prof dans la discipline. Donc bravo, vous avez fait le bon choix. Et au-delà, par contre, un point qui est vraiment hyper important, on a besoin en France et en Europe de jeunes qui s'engagent dans les sciences, les technologies et le monde médical ou paramédical. Et je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes sous-catégories, mais cette question là, elle est fondamentale. On en a besoin pour faire vivre notre société, pour nos entreprises, pour nos industries, pour notre autonomie, dans un monde qui devient de plus en plus tendu et dangereux. Si on croit au fait qu'on a une autonomie stratégique en France et en Europe, on a besoin de ces formations. Pardon, ce n'était pas la question. Maintenant, je reviens sur... notre problème, il est simple. On peut ouvrir une école d'ingénieur sur tel ou tel sujet à tel endroit.
et pour bien connaître certains de ces territoires, voilà, en Guyane par exemple, des choses comme ça, on est confronté à cette question. Mais ça répond à la fin à un petit besoin. On ne peut pas en ouvrir dans chaque domaine. Et donc, de toute façon, cette question-là, cette question du retour dans l'Hexagone, de venir dans l'Hexagone pour des formations très précises, je pense qu'on aura du mal à dépasser cette question sur tous les sujets. On peut progresser sur des thématiques particulières. Ça dépend aussi des territoires dont on parle. C'est plus facile de répondre quand vous prenez l'exemple du territoire d'où vous venez plutôt que, je ne sais pas moi, Mayotte ou des territoires qui sont plus petits. Et donc la réponse n'est pas unique. Mais là aussi, ce serait vous mentir si je vous disais on a un plan pour avoir des écoles d'ingénieurs de commerce qui couvrent tous les secteurs possibles et imaginables qui demain seront là. C'est pas vrai. Et il y a aussi des formations à l'université, dans votre université là-bas sur place, qui font aussi des formations qui sont excellentes sur un certain nombre de secteurs, en informatique en particulier. Pardon. Merci. Le micro, hop, vas-y, puis ensuite on ira de ce côté-là. Ok, d'accord. Bonsoir. Moi, je suis Douriat Dansou. Je suis en Master 1 en mathématiques informatiques appliquées aux sciences humaines. Décidément, sans trucage. Tout ça, sans trucage. On n'a pas déterminé le micro, on n'a pas fait, c'est sans, voilà. Option handicap et je me spécialise en accessibilité web. Ma question, c'est de savoir, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des... Elle a commencé par nous expliquer que notre site internet était pourri parce qu'il n'était pas accessible. Mais on t'en remercie. Et Virginie demande de quelle université tu viens ? Je suis à Paris 8, à l'université de Paris 8. J'ai été service civique en accessibilité de la ville de Saint-Denis aussi. Je suis passionnée de tout ce qui est accessibilité. Et ma question, c'est de demander, avec tout ce qui est mis en place dans l'enseignement supérieur, quel est le plus grand défi par rapport à l'insertion des personnes en situation de handicap et surtout avec l'émergence aujourd'hui des handicaps invisibles? Merci. Très bonne question, comme les autres. Il y avait une... Vas-y. Et puis ensuite, on prend un troisième par là. Et ensuite, on répondra. Et ensuite, on fera un jeu, etc., jusqu'à 19h. Alors, moi, je m'appelle Lilia Twill. Et ma question... Enfin, c'est pas vraiment une question. Quand même 30 secondes pour te présenter. Du coup, je m'appelle Lilia Twill. Ma question, ça n'en est pas vraiment une. C'est plus un appel du cœur. Non, mais c'est vrai. Pour parler de mon engagement, il est né aux 4 chemins, juste là, derrière. Dans le quartier des 4 chemins où j'ai grandi, dans un appartement insalubre. Je suis diplômée en droit international, en droit du numérique. J'ai représenté la France et l'Union européenne à l'Assemblée générale des Nations unies en 2024. C'est pas une convaincue que vous parlez. Comment on fait maintenant? Ma question s'adresse à vous en vos qualités de directeur, président, ministre. Comment on s'adresse aux jeunes qui ne croient plus, qui ne s'engagent pas? Moi, mon petit frère, Parcoursup, moi j'en ai été victime en 2018. On a été le crash test de cette plateforme qui a sectorisé. J'ai eu mon bac avec mention. J'ai étudié dans le 10e arrondissement et j'ai eu mon vœu à Paris Cité le 28 octobre 2018. Donc j'ai subi. Après, j'ai pu me relever, j'ai fait mes études de droit, je suis diplômée, voilà, j'ai représenté la France à l'ONU, etc. Mais aujourd'hui, ma question, elle s'adresse à vous. On dit quoi aux jeunes qui n'y croient plus, qui ne s'engagent pas? Comme Christiane, moi j'ai grandi avec des rats et des souris, je faisais mes devoirs sur un carton pendant le Covid. Après, j'ai déménagé, ça va mieux, je le vis bien, mais mes frères, ça va pas mieux. Le grand, il est diplômé d'une double licence à Paris 1 en sciences politiques et histoire, il n'a pas trouvé de travail, il fait rien. Le deuxième, il est HP, il a été diplômé d'une école d'ingénieur en aéronautique. Ensuite, il a fait une licence d'histoire, il travaille pas, il y croit plus. Et le petit, maintenant, il va arrêter l'école. Il va arrêter l'école alors qu'il a toutes les compétences pour réussir. Et aujourd'hui, je dis quoi? Moi, je suis engagée, j'y crois. Je suis là. Madame Laval, tout à l'heure, vous parliez des travaux avec Matignon. J'y étais, avec Elisabeth Borne, le Conseil national de refondation par la jeunesse. On a parlé, on a dit, on a fait nos propositions. Maintenant, moi, je dis quoi à mon petit frère? J'ai pas envie qu'il arrête l'école. Je sais qu'on peut s'en sortir sans diplôme, mais c'est plus difficile. Tous ses copains, ils font des écoles de commerce. Nous, on n'a pas les moyens. Moi, j'essaye de lui parler. Je lui dis Parcoursup, c'est pas grave, réoriente-toi. Va au SCUIO, va voir la conseillère d'orientation. Il me dit, tu veux que je vive comme toi? Bah non, je veux juste que tu t'en sortes. Mais aujourd'hui, je lui dis quoi? Un potentiel gâché à peine 19 ans. Voilà, c'était ça ma question. Juste. Puisque tu étais au conseil de la jeune, tu as une idée que tu aimerais qu'on fasse? Moi, à titre personnel, j'ai fondé l'association We Legacy il y a quelques mois. Oui,
OUI, Legacy Héritage, partant du principe qu'on ne peut pas savoir où l'on va si on ne sait pas d'où l'on vient, que moi, je suis née à Nanterre, j'ai grandi au 4 chemins à Pantin, et j'ai fait du droit par mécanisme de défense, parce que je vivais dans un appartement insalubre, parce que j'ai voulu m'en sortir. Mais en fait, moi, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est que déjà, on commence par modifier et renouveler les programmes scolaires qui soient à l'image de la réelle population française. Et vous pouvez retrouver l'extrait de ma prise de parole sur YouTube. En fait, j'ai dit qu'aujourd'hui, la France, elle est plurielle. Il y a des personnes qui sont issues de l'immigration postcoloniale, c'est mon cas. Aujourd'hui, ces jeunes-là, comment ils sont regardés? Contrôle aux faciès, asymétrie de l'information, trajectoire détruite par Parcoursup. On fait quoi? On est français. Mais est-ce qu'on se sent français? Non. J'ai été à l'ONU et je l'ai dit. En revenant de l'ONU, je dis toujours la même chose, mais j'attends que ça change, sincèrement. Merci. Et j'oublie pas qu'on n'a pas répondu à la question du Toulousain tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Fadji Macran. Actuellement, je suis en 3e année de licence gestion management. Mon engagement qui m'a amené ici, j'en ai eu 2. Donc le premier pour l'éducation nationale, j'ai fait un service civique d'1 an en tant qu'accompagnant éducatif. J'ai aussi été président d'association contre la précarité étudiante du côté alimentaire. Et ma question est la suivante. Pourquoi ne pas faire de l'égalité des chances une règle plutôt qu'une option? Merci. On prend une autre question? Hop. On en avait déjà 3. Hein. Oui. Oh, on va prendre les 3. Allez, hop. Allez. Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Je m'appelle Elaya. J'ai fait des études de droit international et droit européen et un 2e master de gestion de projet en aide humanitaire. J'ai travaillé à Paris, au Guatemala et en Bolivie. Moi, je reviendrai sur la question. On s'est un peu perdu. Je crois qu'on a beaucoup parlé d'orientation et d'accès à l'information parce que je crois que c'est assez central ce que disait Raphaël. Elle parlait des classes moyennes. Bon, on va parler plutôt des classes populaires. J'ai été échelon 7 toute ma vie par être boursière. Et en fait, la question de ne pas donner accès aux classes moyennes, qui est bien sûr une question centrale, moi j'ai vécu des bourses qui ne payent même pas la vie courante, et je ne suis bien sûr pas la seule, des résidences universitaires qui étaient pleines, donc l'impossibilité de se loger si on n'a pas un réseau social qui le permet. Et moi je remercie pour le coup l'université publique et tous les moindres aides ou paniers repas qu'il y a eu, parce que c'est ça qui a créé... je pense, le parcours que j'ai pu avoir. Donc je pense que la motivation, la vision et la confiance en nous, c'est qu'une option à avoir après, mais le prix et la vie que coûte la vie en France est juste la grande limite. Et même quand on parle de pouvoir s'endetter pour des études, moi ça me pose vraiment problème quand on voit juste l'insertion que ça nous demande après d'enchaîner des stages qui sont à peine rémunérés dans des conditions où parfois on occupe des vrais postes. Il y a toute cette chaîne-là à considérer. Et juste, voilà, ma question, elle porte plus sur le fait de valoriser l'enseignement public. Pour moi, l'université publique, c'est la clé. L'enseignement devrait être gratuit. Et je pense que plus on mènera des modalités comme ça de bien-être étudiant, et je pense que ça reste essentiel dans les campus surtout publics. Voilà. Vous voulez vous débrouiller avec les questions? Moi, je vais répondre à cette jeune femme dans un premier temps. Merci pour votre témoignage. Hein. Ces conditions de vie étudiante, c'est essentiel. Alors, on le sait, hein, je vais parler devant le ministre. Ce n'est pas du tout une attaque contre le ministre et le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche. On connaît le contexte budgétaire aussi du pays, hein, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que la réforme des bourses devait voir arriver un 2e volet. Faute de PLF, c'est un peu compliqué, on est bien d'accord. Mais la volonté justement portée par le ministre dans les premières discussions que nous avons eues à l'échelle nationale était bien de trouver le système qui permette de mieux intégrer les classes moyennes dans ce système de bourse. Aujourd'hui, on est en pause. J'espère que les discussions reprendront dès lors que au moins un budget arrivera déjà, et dans les années très vite à venir, je l'espère en tous les cas. Mais la clé de la réussite de la vie étudiante, pour moi la vie étudiante c'est la clé de la réussite, hein. C'est l'engagement, je le disais tout à l'heure, les aides que l'on peut porter, mais je pense aussi que dans les écoles c'est le cas aussi, les épiceries sociales et solidaires, le système d'accès à la santé, enfin bref, etc.
tout cela. Après, j'ai ressenti beaucoup de colère dans la façon dont vous avez pris la parole, et à juste titre, hein, difficile d'apporter une réponse de là où je suis. Probablement des défaillances dans notre système éducatif, probablement. C'est ensemble qu'on doit y répondre, hein, mais moi, personnellement, de là où je suis, porter la parole de l'intégration réussie comme source de réussite, je le fais, mais une fois qu'on est rentré dans l'enseignement sup, Parcoursup, dans certains secteurs, pas tous, ferme la porte ou en tous les cas donne une orientation par défaut, pas celle qu'on avait choisie et pas là où on le souhaitait, mais je crois qu'il y a des inégalités territoriales fortes. Vous avez la vision du bassin parisien, d'universités très demandées, très sollicitées. Quand vous vous écartez de ces grandes métropoles, la vie est moins chère, il y a moins de tensions, je pense, sauf dans certaines disciplines, psycho par exemple, le droit privé par exemple, qui reste sur le territoire national, mais je crois vraiment... Alors moi je suis désolée, mais je ne sais pas quoi répondre pour votre petit frère, hein, vraiment, mais je crois qu'il y a des inégalités sociales qui sont le résultat d'inégalités territoriales. C'est plus facile, et ce n'est pas de la pub que je fais, de se loger à Poitiers que de se loger à Paris. C'est moins cher de se nourrir à Poitiers que de se nourrir à Paris. Et ça, c'est vrai, c'est très clair et très vrai. Mais pardon, je n'ai pas de réponse plus que ça. Si le ministre m'autorise, je ferai un commentaire qui va dans la suite. La question de savoir s'il faut être formé au plus près de... Enfin, la question de savoir si l'égalité des chances est améliorée, favorisée, si on installe l'enseignement supérieur au plus près de la situation familiale de la personne concernée, ou si on a des dispositifs de mobilité physique qui font qu'on quitte la région d'où on est originaire et on va dans la ville universitaire ou dans le lieu universitaire. C'est pas je prends un peu de recul, peut-être parce que je reste, encore une fois, je m'excuse Philippe, un peu sociologue et historien de ça. Voilà, c'est une petite blague entre nous. Fondamentalement, la politique française en matière d'université, elle a une histoire on a commencé par construire des universités dans les banlieues des villes quand on a eu besoin de nouvelles universités. Et vous pouvez les voir dans les périphéries des grandes villes. Et vous parliez tout à l'heure de Paris 8, ça en fait partie, il y en a d'autres. À un autre moment, dans les années 2005-2006, on a pensé des investissements très importants pour placer des antennes universitaires au plus près des bassins en restructuration, où la plupart des primo-arrivants dans l'enseignement supérieur avaient eu des parents qui n'étaient jamais rentrés à l'université. On pourrait citer par exemple l'université de Douai, Arras, Valenciennes. On pourrait en citer beaucoup d'autres, évidemment, des antennes universitaires. Et les études ont été très nombreuses, en tout cas dans la discipline qui est la mienne, pour savoir s'il vaut mieux laisser comme seul horizon spatial ou territorial le fait de rester là d'où on vient, ou si le déplacement, évidemment pour les Drômes, c'est un déplacement qui est plus qu'un déplacement, et quelque chose de bénéfique. Donc je laisserai ouverte cette question. C'est ça que je veux dire, c'est que je pense que c'est une question qui doit rester ouverte sur les bénéfices de ce système, mais en faisant la liste de ces politiques, moi je voudrais quand même souligner l'énorme investissement de l'État, année après année, depuis 50 ans, 70 ans devrais-je dire, pour accompagner ce mouvement de massification. Et qu'est-ce que je répondrais à votre petit frère ? C'est que le diplôme scolaire, c'est le meilleur prédictif de la position dans l'insertion professionnelle. Et ça, c'est documenté. Et je lui répondrai aussi, et ça, j'ai été chef d'établissement et je vois les enseignants et les enseignants-chercheurs dans les établissements qui sont fédérés à Condorcet sont des gens très engagés. Je répondrai aussi qu'il y a une énorme confiance que l'on peut faire malgré tout à leur engagement au quotidien pour la réussite de leurs étudiants. Puis il y a une troisième chose par rapport à Parcoursup, mais je vais faire... Enfin, moi, j'étais dans un collège de la périphérie d'une ville de l'Ouest où je suis probablement le seul élève de la classe de 6e à avoir eu un baccalauréat général. Quand je suis arrivé à la question de l'orientation, mais nous n'avions aucune information. L'intensification de l'angoisse sociale et de la concurrence
sur ce dispositif d'appariement, comme l'a dit le ministre, que constitue Parcoursup, c'est le résultat d'une formidable amélioration de l'information sur les formations. Moi, j'ai rendu un dossier papier à l'époque. En région parisienne, il y avait Ravel, je me souviens. Mais alors, j'étais près de La Rochelle. La Rochelle, Ravel, ça n'existait pas. C'était sur Minitel. Pareil. Voilà, mais Minitel, excusez-moi, là, c'est une époque que les moins de 20 ans n'ont pas pu connaître, comme dit la chanson. Mais on n'avait aucune information. On n'avait aucune possibilité même de savoir. Je pense que c'est même difficile à imaginer. Et je suis convaincu que l'intensification de ce débat et sa vivacité, je ne vais pas dire sa violence, mais sa vivacité, c'est aussi le signe d'une réussite en demi-teinte. Les réussites sont souvent en demi-teinte, d'un dispositif qui vise à maximiser l'information. Et évidemment, ensuite, on ne va regarder, et c'est normal, que les trucs qui ne marchent pas, et c'est normal qu'on râle, et ça, j'imagine que... Voilà. Mais je m'excuse. Non, mais attends, je rebondis là-dessus parce que je pense que ce que tu dis, c'est essentiel. C'est-à-dire regretter le temps d'avant, soit des dossiers papier, soit du système précédent. Je suis désolé, mais c'est pas vrai. Je veux dire, il n'y avait pas d'information, ou une information très lacunaire, et c'était les sachants qui profitaient du système. Exclusivement, mais exclusivement. Je veux dire, si vous regardez ce qui se passait, et aujourd'hui, en particulier les formations les plus désirables, entre guillemets, du centre de Paris, étaient trustées par les Parisiens exclusivement, parce que, globalement, il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait pas de... Donc, je veux dire, le système qui soit parfait, je serais le dernier à dire ça. Mais aujourd'hui, c'est un système qui est maîtrisé. Ce n'est pas Parcoursup qui donne une réponse, qui vous donne une réponse, c'est les établissements qui donnent une réponse à chaque candidat. Et ce que fait Parcoursup, par contre, c'est de la transparence, et il fait des quotas. Et il y a 2 types de quotas qui permettent de piloter le système. C'est des quotas pour les boursiers versus les non-boursiers, ce qui permet de privilégier les non-boursiers sur les boursiers pour chaque formation. Et ça veut dire qu'en fait, le recteur, les non-boursiers, les boursiers, de privilégier les boursiers sur les non-boursiers pour chaque formation. Et ça, c'est à la main du recteur. C'est-à-dire que le recteur fixe le pourcentage. Et donc, ça veut dire que ça permet, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais de mémoire, c'est des dizaines de milliers de jeunes aujourd'hui qui ont obtenu une formation parce qu'ils sont boursiers qu'ils n'auraient pas obtenu s'ils avaient été non boursiers. Et pardon, mais c'est un moyen, quelque part, de garantir de l'accès social qu'on n'aurait pas fait autrement. Ça, c'est le premier point. Et puis après aussi, ils fixent des quotas sur la zone géographique dont vous êtes issu. Pourquoi ? Pour garantir en fait que vous n'avez pas à un moment donné massivement, je ne sais pas, pour des raisons X, Y ou Z, toutes les formations en Bretagne qui sont prises par des gens qui ne sont pas bretons, mais qui rêvent de faire leur formation en Bretagne. Donc ça veut dire, et c'est un exemple qui est purement fictif évidemment, mais c'est de garantir quelque part d'avoir des taux d'accès, une ouverture contrôlée des formations. Peut-être que les chiffres et que le contrôle n'est pas bon, et peut-être qu'il faut le changer. Et honnêtement, c'est des choses dont on peut discuter, et là, vraiment, la porte est vraiment ouverte pour ça. Mais c'est un cadre qui permet de contrôler un système. Avant, il y avait de contrôle sur rien. C'est-à-dire qu'on vivait sur un truc qui était... vraiment, en gros, c'était les sachants qui savaient en profiter directement. Donc, je comprends bien que ça génère de l'angoisse. Je le mesure, je l'entends. Et je suis prêt à essayer de trouver des solutions pour ça. Mais ça génère aussi un système qui peut être compréhensible et qui donne des capacités privilégiées d'accès derrière à des gens, par exemple, aux boursiers. Et peut-être juste pour finir sur une petite provoque, parce que quand même, j'aime bien, et c'est sur la gratuité de l'enseignement supérieur. Je vais me permettre, nos enfants, autour de la table, bénéficient à plein, moi, mes enfants, ils sont tous dans l'enseignement supérieur public, etc., donc ils payent, ils sont dans des super formations parce que c'est des bons élèves, et puis ils payent le montant du coût d'accès en licence. 173 € la première année de licence, plus la CEVEC. Voilà. La CEVEC, on est bien d'accord. Le coût réel de la formation qui est derrière, c'est, comme je regarde, que ça m'intéresse, c'est
selon mes, voilà, entre 10 000 et 25 000 euros par an. Ben, je suis désolé, mais moi, je trouve que ce n'est pas normal et que derrière, je pourrais contribuer plus en tant que parent à cette question-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Je serais absolument hostile à l'idée à augmenter massivement et uniformément, évidemment, le coût des formations publiques, mais je trouve que ce débat, il doit être posé. Je me suis aussi engagé, pour être très clair, parce que là, je parlais en tant que citoyen, mais en tant que ministre, à ce que les frais d'inscription ne bougeront pas pour la licence, le master et le doctorat, et donc, en tout cas, dans les années qui viennent, là, enfin, avant les présidentielles. Mais je trouve que cette question, il faut la poser. Parce qu'aujourd'hui, non seulement je paye 170 €, mais en plus, ils me sont remboursés parce qu'il y a une niche fiscale. Pardon, excusez-moi, mais il faut dire les choses aussi. C'est-à-dire que je paye rien, et en plus de ça, le rien, il m'est remboursé parce qu'il y a une niche fiscale qui permet de se faire dédouaner des frais d'inscription qu'on paye pour les étudiants en licence, et il est calibré sur ce montant-là. Ben, je suis désolé, c'est pas le. En fait, c'est un dispositif fiscal à l'envers, quoi. Enfin, on est en train de donner, en fait, gratuitement à des gens qui pourraient payer, et à côté de ça, pas assez à des gens qui ont du mal à payer. Donc, je pense qu'on a un vrai problème et qu'il faut oser poser la question. Pardon. Merci beaucoup. On va prendre les 3 dernières questions. On ne répond pas à vous. On va prendre les 3 dernières questions et ensuite on fera un dernier. Ah ben voilà. J'ai vu que le micro était là. D'abord là, ensuite là-haut, et puis ensuite. Je pose une petite information. C'est bon ? Bonjour. Moi, je m'appelle Hélène. J'ai fait mes études de licence d'histoire de l'art et archéologie, ainsi qu'un master en édition, théorie et critique de la bande dessinée à Bordeaux. J'ai par ailleurs fait un service civique en Allemagne, et par la suite j'y ai vécu, et aussi également un service européen en Italie. J'ai aussi un passé d'immigration, donc j'ai la chance, qui pour moi est une chance, d'avoir un passeport européen qui m'a permis de bénéficier donc de l'entrée en études en tant qu'étudiante étrangère, mais à la bourse. Pourtant, il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas dans ma situation et qui ont vu leurs frais d'inscription à l'université augmenter ces dernières années. Le dernier article que j'ai lu de l'étudiant soulignait que c'était des frais d'augmentation de 36%. Pour une population qui correspond à 7,8% des étudiants en France. Et moi, j'aimerais savoir si c'est dans votre sujet de régulariser ces frais d'inscription de cette population qui mérite quand même d'être reconnue en France. Voilà, tout simplement. Alors bonjour. Alors déjà, un grand bravo et un grand merci à tous ces jeunes pour les interventions que vous avez faites. Alors, comme vous pouvez le constater, moi je ne suis pas lauréat, je n'ai pas l'âge. Je suis du côté du partenariat. Je suis Stéphane Cizelski, je travaille pour une communauté de communes dans le pays Sol-et-Moi, donc dans les Hauts-de-France. Et j'interviens donc en tant que jury, régulièrement, depuis 12 ans même, au sein de l'Institut de l'engagement. Et on a aussi toute une structure au niveau des services civiques sur notre secteur. Pendant ces 12 années, on a eu 2 jeunes qui ont été lauréats du coup par rapport à ça. Ma question, elle est d'ordre général. C'est parce que j'aimerais rebondir sur une chose qui a été abordée. C'est l'alternance. Parce qu'il y avait un dispositif génial. Et travaillant en collectivité, milieu rural, vous pouvez vous dire que ce côté était très important en fait pour nous. Et ces dernières années, il y a eu on va dire, des coupes sombres à ce niveau-là, d'un point de vue financier, qui font que maintenant, nous, en tant que collectivité, on a un peu la problématique de pouvoir reprendre des jeunes en alternance, parce que ça nous coûte en fait excessivement cher par rapport aux aides qu'on pouvait bénéficier. Et donc, on a un peu de mal à comprendre pourquoi un dispositif qui était si bien en fait construit, d'un seul coup, en fait, il est un peu parti. Et on a surtout aussi de l'autre côté des écoles qui nous disent « Ah, ben, il faut envoyer tous ces jeunes en alternance ». Sauf que de l'autre côté, on n'a plus forcément les moyens pour payer par rapport à ça. Donc il y a cette réflexion-là. Et il y a une autre réflexion aussi sur laquelle je pense que dans le cadre des égalités des chances dans l'enseignement, c'est que on n'aborde pas souvent ce qui se passe en fait en Europe. Et je dis que c'est un peu dommage qu'à un moment donné, il n'y ait pas une réflexion aussi à ce sujet-là. Parce qu'on peut voir de nombreux jeunes qui puissent partir
faire des études en Europe sur certains domaines. On va prendre la médecine et tout ça. Et donc, je voudrais savoir si à un moment donné, on pourrait éventuellement aussi planifier cette chose-là au niveau de l'Europe pour que tout le monde en fait, ait une certaine égalité par rapport à ça. Parce qu'on a des jeunes qui partent alors qu'ils pourraient faire ces mêmes études ici et qui sont bloqués par rapport à ça. Merci en tout cas. Et tu as une toute petite pression sur tes épaules parce que c'est la dernière question. Je me dépêche. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Maya Soulard, je travaille pour l'Association des apprentis de France. Donc je vais compléter un peu votre prise de parole, effectivement. Donc on le sait, ces derniers temps, l'alternance représente un réel levier pour l'insertion professionnelle des jeunes, notamment ceux en situation de précarité et de vulnérabilité. Madame Manceau, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Or, en raison du PLF et des situations budgétaires actuelles, la situation va être beaucoup plus difficile puisque maintenant, les indemnités qui vont être données aux entreprises ne le seront plus pour les entreprises de plus de 250 salariés et ce ne sera plus le cas non plus pour les étudiants post-bac. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a déjà sur 2025, il y a 65 000 étudiants qui sont restés sur le carreau et qui n'ont pas trouvé de contrat d'apprentissage et ça va être encore pire en 2026 s'il n'y a plus cette aide de l'État. Je voulais savoir où en était votre réflexion sur cette question-là et ce que vous pouviez nous dire à propos de ça. Merci. Merci beaucoup. Et donc, ça sera pour chacune et chacun la dernière parole. Voilà. On pourra terminer par le ministre. Oui, voilà, ça me paraît. Sur l'alternance, bon, moi je partage. Je pense que c'est un. Oh, il faut quand même avoir en tête que la France est. Moi, je suis assez impliquée dans des institutions internationales d'enseignement supérieur, donc je compare à ce qui se passe dans d'autres pays. Bon, la gratuité de l'enseignement supérieur, c'est quand même pas si fréquent. Alors, il y a d'autres pays, les Pays-Bas, etc., l'Allemagne, les pays nordiques, mais il y a aussi beaucoup de pays où c'est payant et parfois très, très, très payant. Mais la France a une particularité historique, c'est qu'on est un pays où le taux de chômage... Et ça rejoint la colère qui s'est exprimée tout à l'heure. C'est vrai qu'on est un pays où le taux de chômage des jeunes est très élevé, où c'est difficile. Alors c'est plus facile avec un diplôme, mais c'est quand même difficile pour les jeunes de trouver un emploi. Souvent, quand ils cherchent un emploi, on leur dit « vous n'avez pas d'expérience ». Oui, ben, faut bien commencer à un moment. Bon, moi, ce que j'ai envie de dire, mais ça ne s'adresse pas aux gens dans la salle qui sont engagés pour la jeunesse, mais j'aimerais tellement qu'on passe autant de temps à parler de l'avenir de la jeunesse qu'on en a parlé à parler de la réforme, qu'on en a mis à parler de la réforme des retraites. C'est-à-dire que je pense que on a un vrai enjeu dans notre pays d'accompagner les jeunes. Je pense qu'on le fait tous à notre niveau, dans nos établissements. On a des enseignants qui sont hyper engagés, ça a été dit, mais je le redis. On a des personnels qui essayent vraiment d'aider. On construit des partenariats, on essaie de construire des partenariats avec des entreprises pour qu'ils embauchent plus de jeunes. Et bien sûr, l'apprentissage est un excellent dispositif. Il coûte cher, mais c'est un excellent dispositif qui a permis de réduire le chômage des jeunes pendant quelques années. J'espère juste que ça va continuer et j'espère vraiment qu'on va mettre autant d'argent dans l'enseignement supérieur et dans l'accompagnement des jeunes qu'on en met encore une fois sur la fin de la carrière. Voilà, merci. Oui, bah, j'ai une réaction, une conclusion un peu générale. Je me dis que c'est intéressant aussi de comparer les pays les uns avec les autres. Prenez un pays comme la Suisse. En Suisse, il y a 37 ou 40% d'une classe d'âge qui a le baccalauréat. Et c'est néanmoins une société de mobilité sociale avec un très haut niveau de revenus. Donc la question qui se pose, c'est de savoir quels sont ces espèces de syndromes français contre lesquels il faut sans doute lutter. Un premier de ces syndromes français, c'est l'idée que tout va dépendre de la réussite précoce au niveau de dispositifs scolaires et l'hypercompétition scolaire précoce. Et donc, on n'a pas eu l'occasion de... Martin m'avait dit qu'on parlerait peut-être d'un rapport qu'il avait eu l'occasion d'une mission dont il s'était occupé sur l'égalité des chances dans les grandes écoles. À l'époque, je dirigeais une école normale supérieure. Un des axes, c'était il faut accepter de ralentir le rythme et de prendre conscience qu'il peut y avoir ce qu'on peut appeler des late bloomers, des gens qui vont
émerger des jeunes filles et des jeunes gens qui vont émerger au fil d'études qui ne sont pas des études absolument linéaires. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, c'est qu'en France, de la même manière, on est aussi omnibulé par la réussite dans quelques disciplines et sur quelques filières. La France est un pays... alors, monsieur le ministre, on adore les mathématiques en France, par exemple. De moins en moins. Alors pourquoi on adore de moins en moins les mathématiques? Parce que tout le monde veut faire Sciences Po. J'ai rien contre Sciences Po. Je suis diplômé de Sciences Po je suis un multidiplôme. Donc tout le monde veut faire Sciences Po. Bon, très bien. Et on fait quoi après? Voilà. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet aussi de pluralité, de valorisation de la pluralité des parcours, de développement de l'attractivité des études vers les sciences, vers les technologies, vers des différents formats d'études. Et ça engage différentes manières de faire de la pédagogie. Moi, j'ai été très frappé par la pédagogie de la main à la pâte, par exemple, qui est une chose qui est extrêmement importante. J'ai des modèles. L'Institut de l'engagement en fait partie, Martin. Mais je pense aussi à l'Institut Villebon-Charpac, que j'ai contribué à faire fonctionner. Donc je crois très important que nous arrivions en France à déconstruire, disons, cette espèce de névrose française de la formation uniquement par un certain type d'études et par une formation précoce. Donc j'ai envie de dire, je compte sur vous pour que vous soyez des ambassadeurs de cette approche. En tout cas, si on peut la partager, ça serait formidable. Pour conclure, donc dernière prise de parole, moi j'aimerais parler de l'Europe. Vous avez dit, monsieur, que nos étudiants devaient partir en Europe, ailleurs, en dehors de notre pays pour leurs études. Et en fait, dans l'enseignement supérieur et la recherche et les universités aujourd'hui, elles travaillent à l'échelle européenne. Elles portent des universités européennes, des alliances européennes. Et dans le contexte géopolitique actuel, il nous semble essentiel d'œuvrer à cet écosystème européen pour permettre justement à nos étudiants de naviguer d'un pays à l'autre. On a des alliances, hein, on a vraiment de belles alliances européennes avec des enjeux sociétaux majeurs que l'on porte à l'échelle de l'Europe. Et dans le contexte actuel, je pense que c'est vraiment une trajectoire de notre enseignement supérieur et de la recherche que se donnent les universités et se donnent comme trajectoire que déployer cet espace européen. Donc moi, je suis vraiment dans cette dynamique. Et quant à l'apprentissage, moi, je partage tout ce qui a été dit, évidemment. Et j'ajouterais, au-delà de l'accès social, c'est aussi un magnifique levier pédagogique et de réussite pédagogique pour nos étudiants et pour nos étudiantes. Donc c'est vrai que on a peur, hein, je ne le cache pas, sur tous les niveaux, les post-bac, de quelle manière ils vont être... comment on va pouvoir encore se saisir de ce dispositif, parce que niveau master, on a encore vu l'importance hein, de l'alternance et de l'entreprise. C'est vraiment essentiel. J'espère qu'on pourra encore s'en saisir dans les prochaines années. Et vous avez vraiment raison d'insister sur ce levier. C'est un vrai levier. Attendez, vous pourrez éventuellement en parler après. Mais là, merci. Pardon, hein, mais... Martin est redoutable. Hein. Bon. Je vais répondre sur, je peux pas à tout, mais peut-être sur les étudiants internationaux, parce que je pense que c'est un point hyper important. Et quand je dis étudiants internationaux, je parle étudiants non communautaires, puisque évidemment les étudiants communautaires, par définition, ils sont traités comme les étudiants français. Je suis profondément convaincu qu'on a besoin des étudiants internationaux et on a besoin de faire venir des étudiants qui s'engagent sur des domaines qui sont des domaines variés et qui viennent de tous les pays du monde. Et pour plein de raisons. Parce que c'est l'attractivité de la France, c'est le modèle universitaire français, c'est le rayonnement de la France, c'est ce que les diplomates appellent le soft power français, et ça fait partie de nos points forts. C'est parce que aussi, et là je raisonne peut-être plus avec mon logiciel propre, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, science, technologie, médicale,
c'est des enjeux majeurs pour la France et pour l'Europe. On en a besoin. On en a besoin pour nos entreprises, pour notre autonomie stratégique, etc. Tout ça. Et on n'a pas assez d'étudiants communautaires aujourd'hui qui s'engagent dans ces études-là. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de jeunes qui s'engagent sur les sciences et les technologies. Alors pourtant, derrière, il y a des métiers, il y a des emplois, etc. Tout ça. Et donc, si on est sérieux à propos de la question de la réindustrialisation du pays, par exemple, eh bien, on a besoin de jeunes qui viennent de pays, de 4 coins du monde. Hein, et les 4 coins du monde, c'est avant tout les pays qui sont du Maghreb et les pays d'Afrique francophone. Pour la France aujourd'hui, en termes c'est évidemment, c'est beaucoup ça. C'est d'autres étudiants qui viennent d'autres pays, la Chine, qui viennent d'Amérique du Sud, enfin, il y a plein d'autres pays qui sont aussi aujourd'hui là, d'Inde évidemment. Mais on en a besoin. Et ça, moi, je tiens ce discours de manière extrêmement claire et extrêmement ferme. Et c'est pas toujours simple parce que comme vous le savez peut-être pas, mais vous le savez très bien que la question de l'immigration est un sujet qui est extraordinairement sensible dans notre société aujourd'hui. Et la première immigration légale aujourd'hui, elle est étudiante. Et donc, il y a une tentation d'un certain nombre de partis politiques de dire il faut arrêter, il faut fermer. Et je dis avec clarté et avec netteté, ce serait une erreur majeure. Donc, premier point. Deuxième point, je pense qu'on est dans un système qui est très hypocrite aujourd'hui. On fait venir de manière extrêmement large des étudiants d'un peu partout dans le monde. Très très peu payent les frais différenciés qui étaient mentionnés. C'est-à-dire que à la fin, c'est quelques pourcents de ces étudiants qui payent les frais différenciés dont on parle aujourd'hui. Ils viennent, il y a un contrôle des ressources pour venir. C'est-à-dire que vous devez montrer que vous avez 8 ou 9 000 euros sur votre compte en banque. Je ne sais plus le chiffre exact en tête. 6 000, pardon, excusez-moi. 6 000 euros sur votre compte en banque à l'instant T. Et puis, on sait très bien qu'il y a des mécanismes de tontine, etc., qui s'organisent derrière. Donc, ça veut dire que souvent, les gens qui viennent, ils n'ont pas ces ressources. Ils arrivent en France, ils sont dans un état de très grande pauvreté. Et accessoirement, ils n'ont pas le droit aux bourses parce qu'on n'a pas le droit aux bourses immédiatement. Et donc, on génère, en faisant ça, une frustration profonde, en faisant venir des gens qui n'ont pas les ressources nécessaires, qui vont dans les banques alimentaires, qui ne sont pas en plus en mesure de réussir les études pour lesquelles ils sont venus. Enfin, donc on a quand même un problème autour de ça. Et ça, je pense que là aussi, on peut continuer à se voiler la face et à se dire qu'il n'y a pas de sujet. Oui, il y a un sujet. Donc il faut quand même qu'on fasse ça plus sérieusement. Et quand je dis plus sérieusement, ça veut dire y compris en mettant des bourses qui sont des bourses plus adaptées, mais aussi y compris de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'aussi il faut regarder la question des frais différenciés. C'est simplement qu'il y a des gens parmi les étudiants qui viennent, pas tous, loin de là, mais il y en a qui sont en mesure de contribuer au coût total des études. On ne parle pas d'un coût complet, hein, et il faut le faire, parce que je pense que ça permet aussi de mettre en place des mécanismes de bourse qui sont derrière. Je sais que c'est un sujet qui est très sensible. Je sais que beaucoup d'entre vous dans la salle ne seront pas d'accord avec ce que j'ai dit là, mais je crois que c'est un sujet qu'il faut ouvrir de manière honnête, quoi. On ne peut pas juste dire, comme c'est aujourd'hui, tout est ouvert et tout fonctionne bien. Ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas bien. Et en plus de ça, il n'y a pas de maîtrise véritablement de savoir sur quelle thématique on fait venir les étudiants ou pas. Donc je pense que c'est un vrai sujet et qu'il faut l'ouvrir. Je sais que c'est un sujet sensible, encore une fois, mais je pense qu'il faut l'ouvrir à un moment ou à un autre. Voilà, je ne peux pas répondre sur tous les autres sujets, mais voilà. En tout cas, permettez-moi juste de vous remercier pour ce moment d'échange et voilà, peut-être l'occasion de prolonger un jour. Merci encore. Merci infiniment à nos 4 intervenants d'avoir été si spontanés dans l'échange et merci toujours à vous. Désolé, toutes mes excuses aux doigts qui se sont levés, qui n'ont pas pu poser leurs questions. Mais on a, je pense, bien utilisé le temps. Merci infiniment.